Bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, on va parler de l'Opéra Garnier et de son histoire sulfureuse. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié et Adapsia, et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et le département des Hauts-de-Seine. Merci à tous du coup d'être présents aujourd'hui. On est ravis que vous soyez si nombreux. Pour l'instant, on est 28, donc c'est voilà, une belle affluence aujourd'hui. Donc je pense que le sujet vous intéresse. Et c'est super. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé et j'assisterai du coup Chloé, qui voilà, on a 2 Chloé aujourd'hui. J'assisterai donc Chloé dans tout le déroulé de la présentation. Donc si vous avez vraiment des soucis techniques, n'hésitez pas à échanger avec moi sur le chat. Comme ça, on ne perturbe pas la présentation de Chloé et puis on essaie de régler, les éventuels petits soucis, entre nous. Voilà, Chloé, je vous laisse peut-être la main, prendre le contrôle sur la présentation et puis dans tous les cas, on se retrouve tout à l'heure pour le petit switch de partage, dès que c'est nécessaire. Ok, super. Bah, bonjour à tous. Donc, en effet, aujourd'hui, on va parler de ce beau bâtiment. On connaît souvent la façade iconique qui est située au bout de l'avenue de l'Opéra à Paris, mais on connaît beaucoup moins son histoire. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Une petite slide pour me présenter. Donc, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis guide conférencière à Paris et que je guide dans plein d'endroits différents. Donc, je vous mets toujours des petites images pour vous donner une idée de tous les lieux merveilleux dans lesquels moi j'ai l'occasion de travailler. Et je trouve ça super qu'on puisse aussi faire ça en virtuel, comme ça, même si on n'est pas sur place tout de suite. Là, maintenant, on peut quand même profiter de ces très beaux endroits. Et puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et quand je fais des présentations en virtuel, comme aujourd'hui, j'aime bien vous montrer des choses qu'on ne peut pas voir quand on est sur place. Par exemple, là, je pense qu'on n'a pas tous l'occasion de survoler en avion la ville de Paris et de voir ce plan vu du haut. Et du coup, c'est intéressant de voir comment le bâtiment de... Alors, attendez, mon curseur... vous le voyez là, ma souris, ou pas? Juste que je... Ouais, vous le voyez, super. Du coup, là, vous voyez comment ce bâtiment, en fait, vu d'avion, il est très remarquable dans ce plan de ville qui est très bien organisé. Là, on est vraiment dans une partie de Paris qui a été toute refaite à partir des années 1850. On a fait des grandes avenues, vous voyez, toutes droites, avec des bâtiments qui se ressemblent beaucoup, qui ont la même hauteur. C'est ce qu'on appelle le Paris haussmannien, du nom de cet architecte, qui a vraiment réorganiser la ville pour que ce soit facile d'y circuler, qu'on ait enfin des trottoirs. Imaginez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de trottoirs à Paris avant ça. Donc on va faire des grandes avenues remplies de fiacres avec des grands trottoirs. Pour la première fois, on pourra se balader et on va construire en fait un Paris pour cette nouvelle élite bourgeoise qui va prendre le pouvoir à cette époque-là. Et vous voyez que l'opéra, il tient une très grande place puisqu'il y a cette grande avenue qui arrive jusqu'à l'opéra. Et donc, on va voir en quoi ce bâtiment est très, très important dans la vie de la fin du 19e siècle. Alors, Haussmann, il laisse un espace pas très sympa, ce jeune architecte Charles Garnier. Si je fais ça, voilà, vous allez voir un petit peu mieux. Vous voyez bien comment le bâtiment ressort et comment on a ces petits carrés de bâtiments avec des cours intérieures que, pareil, on ne voit pas quand on se balade dans la rue, puisqu'on ne voit que ces imposantes façades qui se ressemblent beaucoup, haussmanniennes, toujours avec ces 5 niveaux d'élévation et ces toits en zinc sur le haut. Et du coup, il lui laisse un espace pas très sympa parce que c'est pas lui qui a l'appel d'offres pour construire. Bon, il est très occupé, Haussmann, avec toute la construction de la ville de Paris. C'est ce jeune Charles Garnier qui va faire la construction. Et l'espace, il est à la fois sympa parce qu'il est en plein cœur du quartier, qui est l'endroit où il faut être à cette époque-là, au 19e siècle. Mais à la fois, c'est pas pratique puisque sous l'opéra, en fait, on a du vide. C'est ce fameux lac de l'opéra que vous connaissez peut-être. Donc, on verra ça tout à l'heure. Mais il y a du vide et du coup, comment construire une façade aussi massive, un bâtiment aussi imposant sur du vide? Et ça, ce sera vraiment toute la contrainte technique de Charles Garnier. Et pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau? Pourquoi c'est vide dessous? Déjà, le sous-sol de Paris est assez vide puisqu'on a pas mal de carrières de pierre. Mais là, en l'occurrence, il y a aussi le passage de l'ancien bras mort de la Seine. Donc la Seine, elle avait en fait
dans l'Antiquité, hein, ce bras mort qui traversait la partie nord de Paris. Si vous avez l'habitude de prendre le métro vers Madeleine, vous voyez que c'est toujours très humide ces zones-là, hein. Quand on passe à Aubert, hein, là juste à côté de l'Opéra, c'est très humide tout le temps, hein. Ils ont beaucoup de soucis d'ailleurs pour faire ces tunnels si profonds parce qu'on est sur le tracé de l'ancien bras mort de la Seine. Donc c'est humide. Il y avait avant, hein, du coup, un bras d'eau, hein, de la Seine qui passait ici et qui est toujours bah voilà, là dans son humidité, hein, si je puis dire. Donc on va voir comment techniquement Charles Garnier s'en est sorti avec bah, cet endroit qui est à la fois voilà, un cadeau et pas trop un cadeau, hein. Voilà. Donc il va utiliser vraiment des techniques très modernes pour construire son opéra. Alors, je vous montre un petit peu mon Charles Garnier, hein, parce que je vais en parler beaucoup. Donc là, vous avez ce buste, hein, qui est présent, hein, du côté de l'opéra, côté entrée de l'empereur, hein, qui est maintenant l'entrée du public, hein. Vous avez du coup son nom, hein, marqué dessous, hein. Vous avez voilà, les palmes de la gloire et à la fois les outils du dessinateur, hein. Et, euh, et Charles Garnier, voilà, il est assez jeune, hein, il a à peine 40 ans. Bon, il est prix de Rome, hein, c'est pas n'importe qui, il vient pas de n'importe quel milieu, hein, pour pouvoir avoir cet appel d'offres, si je puis dire, hein, c'est pour pouvoir construire l'Opéra Garnier. Euh, mais il n'empêche que ce sera vraiment le bâtiment de sa vie, hein, si je puis dire, puisqu'il commencera la construction en 1860 et ce sera fini qu'en 1875. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça prend du temps de construire un tel bâtiment. Bah, c'est surtout qu'en fait, il y a des gros aléas politiques à cette époque-là. En 1871, il y aura la révolution de la Commune, hein, et c'est tout plein d'événements qui vont retarder l'inauguration. En tout cas, au tout départ, qui voulait la construction de ce bâtiment? C'était Napoléon III, hein, que je vous mets là sur le côté. Napoléon III, c'est lui qui va décider, hein, cette réorganisation de la ville de Paris. C'est à lui qu'on lui doit ces grands boulevards, ces grandes avenues, ce Paris pratique, hein. Également, si vous visitez le Louvre, hein, il y a toute une aile du Louvre avec des beaux appartements, hein, qui datent de l'époque de Napoléon III. Napoléon III, il arrive à la fin du 19e siècle. C'est une époque où il y a eu plusieurs révolutions, hein, puisqu'on parle toujours de la Révolution française, hein, mais on oublie 1830, on oublie 1848. Lui, il sait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, puis que les Parisiens sont très aptes, hein, enfin les Français en général, et puis les Parisiens en plus, sont très aptes à se rebeller, quoi, à se rebeller. Et du coup, c'est très facile dans la ville de Paris, puisque c'est encore à l'époque une ville médiévale avec des toutes petites rues. Si vous voulez sentir cette ambiance, il faut vous balader dans le Marais, hein, voir ces toutes petites rues très étroites qu'on peut bloquer facilement. Alors lui, il va vouloir déjà une ville moderne, hein. Il est un peu jaloux de la ville de Londres, qui après son grand incendie a été reconstruite, hein. Donc ce sera Londres la première ville moderne, hein, d'Europe. Et du coup, lui, il voudra la même chose, hein. À Paris, on est toujours jaloux de ce qui se passe à Londres. Il voudra la même chose et puis plus de sécurité. Et notamment, bah, pour son opéra, il veut plus de sécurité. Je vous mets un tableau du coup qui représente l'attentat dont il a été victime, hein, quand il allait dans l'ancienne opéra qui était la salle Le Pelletier. Donc il sait que ça peut lui arriver, hein. Il a failli être tué dans la rue. On voit son carrosse, hein, là au fond de la peinture, hein. Donc lui, il veut un opéra qui soit sécurisé. Et c'est vraiment ça le premier critère, hein, si je puis dire, dans le choix du bâtiment, ce sera que ce soit sécurisé pour l'empereur. Et du coup, le bâtiment, même s'il n'a pas été fini du coup en 1875, il y a plus de Napoléon III, hein, ce sera la Troisième République qui fera l'inauguration. Il est conçu vraiment pour l'empereur Napoléon III. Et regardez, je vous mets une autre vue d'avion, hein, on en profite, hein, aujourd'hui, on prend de la hauteur. Et si vous regardez ce bâtiment d'en haut, vous allez voir qu'il a deux petites oreilles, hein. Vous voyez ces deux petits ronds verts, hein, que vous avez de chaque côté. C'est du coup les deux entrées qui sont les principales, si je puis dire, à l'époque. Nous, on connaît que cette grande façade que je vous ai montrée au début, et on a l'impression que c'est ça l'entrée, hein. Actuellement, si vous allez au spectacle, vous allez rentrer par cette grande façade. Mais à l'époque, on dit que c'est l'entrée des gens de peu et de peu de gens, parce qu'en fait, les personnages principaux doivent entrer par le côté, par des entrées VIP, si je puis dire. Donc, vous avez celle qui, du coup, est sur la gauche de ma photo, avec ces deux grandes rampes qui servent en fait au carrosse de l'empereur, hein. Donc c'est l'entrée de l'empereur qui devait, son carrosse, hein, son fiacre devait pouvoir rentrer d'un côté, vous voyez, prendre cette rampe, déposer l'empereur à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la rue.
exposé au danger, hein, qui est comme ça lui est arrivé avant, hein, de pouvoir être attaqué à la sortie de son fiacre pour aller à l'opéra. Donc on le dépose à l'intérieur et voyez, le carrosse n'a pas à manœuvrer à l'intérieur et à faire voilà des petites manœuvres pour ressortir puisqu'il ressort de l'autre côté, hein. Donc c'était ça qui était prévu. Encore une fois, voilà, l'empereur l'a pas utilisé cette entrée, mais il n'empêche que tout était prévu pour qu'il ait des couloirs et puis qu'il puisse rejoindre sa loge et avoir des petites salles où il pouvait ne rencontrer que les personnes choisies, hein. Donc ça, pour des thèmes de sécurité. Euh, donc cette entrée, maintenant, c'est l'entrée du public, hein. Si vous venez juste visiter l'Opéra Garnier, donc pas voir un spectacle, hein, puisque c'est encore les deux facettes de l'Opéra Garnier aujourd'hui, hein, c'est d'être un lieu de spectacle bah, le soir et aussi la journée d'être un lieu touristique qui est visitable. Donc aujourd'hui, si vous voulez visiter, vous rentrez par l'entrée de l'Empereur, ce qui est toujours très chic, hein. Donc on voit toujours ces grands escaliers. Par contre, de l'autre côté, il y a un endroit qui a complètement été oublié, hein. C'est ce qu'on appelait l'entrée des abonnés. C'est cette photo que je vous ai mis aujourd'hui. C'est un restaurant. Mais en fait, derrière ces chaises de restaurant, vous allez voir ces grandes arcades qui sont exactement le même principe que l'entrée de l'empereur. C'est-à-dire qu'avant, vous voyez, ces arcades sont suffisamment grandes pour que les carrosses puissent rentrer à l'intérieur de l'entrée des abonnés et laisser les personnes dans leur carrosse à l'intérieur, hein. Ils avaient leur propre rotonde avec le vestiaire et après, ils pouvaient faire leur entrée. Je vous précise cela parce que c'est très important de comprendre qu'est-ce qui va financer en fait les spectacles à l'opéra, c'est ces abonnements. Donc ces personnes qui vont louer une loge. Alors, on peut la louer pour un, 2, 3 jours, 3 soirs par semaine, hein. Donc, bien sûr, plus on a de temps de loge disponible et privé, plus c'est cher. Et donc, ce privilège vient avec un certain nombre d'avantages, et notamment une entrée VIP, hein. Donc, une entrée, vous voyez, avec les arcades. Et donc, on ne rentre pas par la façade, hein, entrée de peu de gens et des gens de peu. Quand on est un grand bourgeois parisien, on va rentrer par le côté et on va avoir sa propre entrée. Et tout le monde va vous voir arriver par ce côté-là. Et on sait que bah, ça, c'est un VIP. Et surtout, on va vouloir savoir s'il a une, deux, trois nuits, hein, parce que c'est quelqu'un qui a l'argent pour se louer voilà, l'abonnement le plus cher et d'avoir sa loge réservée pour les soirs de spectacle et tous les soirs sans avoir à voilà, choisir. Bah, c'est quelqu'un qui a de l'argent, donc c'est un bon parti, hein. Euh, Souvenez-vous que là, on est dans un changement, hein, de strate sociale, puisque après des années, des siècles de privilèges royaux, hein, et de personnes qui avaient des privilèges par leur titre, maintenant c'est une bourgeoisie qui va prendre le pouvoir. Donc on n'est pas quelqu'un à cause de son titre, on est quelqu'un à cause de l'empire qu'on est en train de créer par des affaires, par des banques, par des négoces. Et du coup, quand on se montre dans ces lieux sociaux, hein, l'opéra, c'est l'endroit où on peut rassembler le plus de monde à Paris, hein. Il y a 2000 personnes qui peuvent tenir à l'intérieur. Euh, ben, on vient se montrer, hein, tout simplement. C'est vraiment cette époque-là du 19e siècle, est un endroit où on vient se montrer, on vient se placer en fait sur l'échelle sociale. Et donc on vient bah, se pavaner pour montrer, voilà, moi j'ai le plus d'argent et je suis un bon parti, hein. Donc c'est vraiment la société du paraître, on l'utilise beaucoup pour notre société actuelle, mais en fait c'est né au 19e siècle. Notre société actuelle est née à cette époque-là, un nouvel équilibre en fait, hein. Euh, alors, je reviens un peu sur ma façade, hein. Donc, vous voyez, on a l'habitude de le voir comme ça, cet opéra. Mais maintenant, vous comprenez que cette façade, bah, elle est, comme je disais, pour peu de gens et puis les gens de peu. C'est-à-dire que à cette époque-là, les gens les plus influents, ils ne vont pas rentrer par cette entrée, hein. Par contre, quand même, Charles Garnier, il va penser aux personnes qui auront pas de loge. Il faut quand même avoir une belle entrée. Puis il y a un hall à l'intérieur où tout simplement on peut attendre pour acheter ses billets à la dernière minute. Ça vous semble tout bête et ça vous semble logique. Pour nous, si on n'a pas de hall d'accueil actuellement, ben c'est pas normal. À l'époque, pensez aux personnes qui ont moins d'argent mais qui puissent quand même venir à l'opéra et attendre de manière commode, c'est pas évident, hein. Voilà, donc juste pour vous dire que Charles Garnier, il pense à tout le monde en construisant son bâtiment, et il sait très bien que voilà, l'échelle sociale va se faire en fonction de qui arrive par où et qui reste à quel étage. Par contre, tout le monde peut se mélanger, hein. Donc ça crée des belles histoires. Si vous lisez Gloire et misère d'une courtisane, hein, par exemple, hein, on voit que bah voilà, cette danseuse devient un personnage très, enfin une coquette, mais pour cela, il va falloir qu'on oublie
public, qu'elle soit danseuse. Enfin, il y a tous ces jeux de paraître et de se montrer, hein. Si vous lisez Le fantôme de l'opéra aussi, hein, il a directement été écrit par Gaston Leroux dans l'Opéra Garnier, hein. Enfin, l'opéra qui est mentionné dans ce livre est l'Opéra Garnier. Et du coup, vous pouvez vraiment voir comment ça se passe, cette société du paraître au 19e siècle, hein. Ce qui est intéressant quand on regarde cette façade, c'est de voir qu'elle a un grand fonctionnalisme. Et quand on parle de fonctionnalisme, en général, on parle plutôt d'architecture assez moderne. Or, si vous regardez là, vous avez un carré qui fait la façade avec du coup les statues. Vous avez ce dôme qui est du coup au-dessus de la salle de spectacle. Et après, vous avez un triangle qui, du coup, va être plutôt les espaces de répétition. Et en fait, chaque espace dans le bâtiment est marqué par son élévation. Donc, en fait, chaque élévation désigne une fonction, si je puis dire. Et ça, c'est très moderne dans l'architecture, hein. Honnêtement, Charles Garnier, on va voir. euh, je vais vous emmener à l'intérieur du bâtiment en visite virtuelle, mais avant, je voudrais vous montrer les plans pour que vous compreniez en fait le volume, hein, de ce bâtiment. Charles Garnier, il va vraiment utiliser toute la modernité, hein, qu'il y a à sa disposition à cette époque-là pour construire son bâtiment. Euh, alors, quelques petits plans. C'est le premier opéra qui a autant de place pour les escaliers. Regardez, ça c'est le grand, du coup, place de l'Opéra. Voilà, c'est là qu'on rentre. C'est ici qu'on attend. Mince, pardon, excusez-moi. C'est là qu'on attend quand on est, qu'on arrive sans loge VIP. Et tout ça, c'est de l'escalier. Donc là, si vous regardez bien, il y a un tiers du bâtiment qui n'est juste des escaliers et des espaces pour se montrer. Ça vous montre bien que c'est ça, hein, qu'on vient faire à l'opéra. Il y a un spectacle avant le spectacle, c'est les entrées des gens. Après, vous avez cette salle arrive à se casser la tête. C'est son premier opéra, Charles Garnier. Il ne sait pas ce qu'il doit choisir, vous voyez, parce qu'il y a plein de configurations. Il va choisir une salle à l'italienne, vous voyez, en forme de U, parce que c'est la meilleure acoustique. Par contre, très mauvaise visibilité, puisque quand vous êtes sur les côtés, on ne voit rien de ce qu'il y a sur scène, hein. On a vraiment un angle mort qui est très compliqué. Maintenant, on vend que, si je ne me trompe pas, 1400 billets, quelque chose comme ça. À l'époque, on en vend 2000. Donc imaginez qu'il y a beaucoup de places, et encore là, sur les 1400 places à l'opéra, on est très mal placé, hein, régulièrement. Si vous ne payez pas voilà, les meilleures places, honnêtement, on est très vite très coincé avec un poteau, ou alors on n'a pas du tout d'angle de vue, ou alors on se casse le cou, comme ça, toute la représentation. Mais vous l'aurez compris, le spectacle, c'est pas si important. Par contre, c'est très important qu'on soit vu au spectacle. Et quand vous êtes du coup dans ce huche, vous pouvez regarder la loge en face, hein, et puis fermer votre rideau, l'ouvrir, et tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé derrière ce rideau. Et c'est vraiment le but principal de cet opéra, c'est de se montrer, hein. Donc voilà, bonne acoustique, on entend bien, et puis on peut bien se montrer. Donc ça, c'est parfait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, vous voyez, tout ce tiers là qui reste pour la scène et les espaces de répétition. Donc voilà, pour montrer qu'il y a vraiment trois parties, une partie où on se montre, une partie pour le spectacle et une partie pour tout ce qui est technique, hein. Donc vraiment division en trois tiers. Et c'est intéressant parce que sur le plan, on le voit bien. Si je vous mets du coup cette vue en coupe, hein, vous voyez du coup tous ces espaces-là, hein, de nouveau ce premier tiers qui est consacré vraiment à juste se montrer et regarder du coup se montrer et puis se balader dans les escaliers. Sous la coupole, hein, on voit que c'est la salle et en dessous, hein, l'entrée VIP. Et regardez, c'est intéressant, hein, de voir en haut, en bas, tout cet espace qui est dédié au mécanisme. Ce qu'on adore à l'époque, c'est des entrées monumentales, le ciel, le sol qui s'ouvre, des choses qui apparaissent, hein. On a envie vraiment que ce soit monumental. Et c'est pour ça qu'il y aura des grands entr'actes, hein, au milieu des spectacles pour pouvoir changer les décors qui sont immenses, hein. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'espace, hein, pour pouvoir bouger, hein, tous ces décors compliqués. Et derrière, le foyer de la danse, hein, qui est la partie de la répétition, hein. Euh, et donc les abonnés, ils rentrent, ils ont leur petit vestiaire là, mais ils ont aussi accès au foyer de la danse et donc aux répétitions et à rencontrer les danseuses après le spectacle, hein. On verra que ça a son importance. Allez, une autre vue, hein, en coupe. Ça, c'est ce que vous pouvez voir si vous allez ce genre de maquette. On l'a au musée d'Orsay, hein, parce que le bâtiment est tellement incroyable que du coup, rien que regarder la maquette, c'est intéressant pour que vous voyez bien que l'entrée de l'empereur est aussi haute que l'entrée des abonnés, pour montrer que ces abonnés, en payant leur abonnement, hein, leur loge, la location de leur loge très très chère, ils vont financer en fait ce rythme de spectacle à l'Opéra Garnier.
Mais trêve de plans obscurs à vous montrer. Maintenant, je voudrais vous emmener directement dans l'opéra. Et oui, aujourd'hui, depuis votre canapé, depuis votre chaise de bureau, depuis votre écran d'ordinateur, vous allez pouvoir venir avec moi à l'opéra. Alors, petite manip, je vous emmène ici. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout va bien? On y est? Eh ben, bienvenue à l'Opéra Garnier, comme si vous y étiez. Euh, on a beaucoup de chance puisque le Google Art Project, il a numérisé complètement le bâtiment. Et donc là, vous voyez, on est dans la salle et on peut voir en haut tous ces mécanismes dont je vous parle. Donc là, je vous emmène voir des choses que si vous allez visiter l'Opéra Garnier en vrai, vous ne verrez pas. Parce que déjà, si on rentre dans la salle, on a de la chance. Souvent, on est cantonné dans un balcon. Si vous allez voir un spectacle, pareil, vous ne verrez pas tout ça. Donc moi, je vous emmène voir les coulisses, voir tous ces mécanismes-là. Et peut-être qu'on croisera le fantôme de l'opéra, hein, qui sait. Alors, je vous emmène par exemple, avant de vous emmener dans la salle, je vous emmène voir ces petites pièces-là tout au fond qu'on ne voit jamais, mais au grand jamais. Oh là là, ils ont laissé le bazar, hein. Ah, on voit ce que c'est, hein, les coulisses. Regardez, on a cette salle magnifique là qui est derrière en fait, derrière la salle. Derrière le plateau, on a ce magnifique espace qui s'appelle le foyer de la danse et qui est tout simplement la salle de répétition. Donc, on n'y a jamais accès, puisque encore aujourd'hui, l'Opéra Garnier est un lieu de spectacle. Et du coup, bah, c'est encore ici, hein, dans cette petite salle, que les danseuses peuvent répéter, et les danseurs d'ailleurs. Et du coup, on n'a jamais accès à cet espace-là. Vous voyez qu'il est très décoré. On verra que ça, c'est vraiment le style, hein, si je puis dire, de l'Opéra Garnier, hein, une décoration qu'on appelle éclectique, hein, euh, très chargée, parce que je vous l'ai dit, on a bah, une nouvelle bourgeoisie qui est au pouvoir et qui n'a pas encore trop de codes, hein. Ils veulent montrer qu'ils connaissent, voilà, qu'ils ont les mêmes références, hein, antiques que l'aristocratie qui était au pouvoir avant, et donc ils vont mélanger tout ce qu'ils connaissent, hein, du baroque, du classicisme, tout ça mélangé dans un style qu'on appelle maintenant éclectique. Mais alors l'empereur, quand il verra cette construction, il sera bien, enfin, il verra le début de la construction, il sera un peu embarrassé. Et puis sa femme, Eugénie, elle dira, mais enfin, Monsieur Charles Garnier, qu'est-ce que c'est que ce style? Je ne reconnais pas de style. On aime bien les revivals à cette époque-là, de faire du néoclassicisme, du néo-baroque, du néo quelque chose, mais on reprend un style pur. Et là, elle dira, mais monsieur, mais madame, de quoi vous vous plaignez? J'invente le style Napoléon III. Hein, donc maintenant, ce style Napoléon III, on l'appelle plutôt l'éclectisme, hein, c'est-à-dire on mélange tout ce qu'on connaît sur, sur un même bâtiment. Mais on fait à l'économie. Hein, parce qu'après toutes ces révolutions sociales, il n'y a plus trop de sous dans les caisses. Alors là, on n'a pas l'air, ça n'a pas l'air, hein, parce que c'est tout doré, tout brillant. Mais en fait, c'est beaucoup de ce qu'on appelle dorure à l'effet, c'est-à-dire qu'on met un petit peu d'or, mais après autour, on met beaucoup de peinture dorée, comme ça, hop, on voit pas trop la différence, demi-pénombre, hop, on voit pas qu'il n'y a pas de l'or partout. Également, pour les statues qui sont sur le toit, il va utiliser la galvanoplastie. Hein. Donc ça, c'est un procédé de dorure par l'électricité qui est du coup très très moderne pour l'époque. Donc vous voyez que Charles Garnier, il utilise tout ce qu'il peut, hein, comme modernité. Pour faire son bâtiment aussi pesant sur du vide, hein, souvenez-vous qu'il y a le lac en dessous, hein, et ben, il va utiliser un système d'architecture en métal. Donc là, vous voyez dans ces poutres, hein, que vous voyez faire les piliers et soutenir, hein, cette grande coupole, hein, de la salle de spectacle. En fait, vous avez une architecture en fer. Hein. C'est cette architecture en fer qui, du coup, permet de diviser le poids et faire que c'est en fait assez léger puisque c'est pas tout de la pierre massive. Et alors, quelles sont les couleurs principales quand on regarde cette salle? On voit beaucoup de rouge et beaucoup d'or. Alors souvenez-vous, c'est pas que de l'or, hein, c'est beaucoup de peinture dorée puisqu'on doit faire à l'économie, mais ça ne se voit pas.
Et le rouge va être la couleur que va choisir Charles Garnier pour recouvrir, vous voyez, toutes les tentures et les velours des loges de la salle. Et ça va lancer une mode. Après, tout le monde va mettre du rouge sur les sièges. Et si vous allez dans un cinéma, encore aujourd'hui, les sièges sont rouges, hein. Donc, c'est l'héritage, hein, de cette mode lancée par Charles Garnier dans son opéra. Pourquoi le rouge? C'est tout simplement pour des histoires de coquetterie. Les dames du 19e siècle sont des dames qui ne se mettent pas du tout au soleil, hein. Elles ne veulent pas être bronzées comme des paysannes, hein. Donc, ça, si on ne travaille pas, on est très blanche, mais il faut dire que des fois, elles sont un petit peu trop blanches. Et pour mettre un peu de blush, hein, si je puis dire, un peu de rose au teint de nos dames très blanches, et ben, il va recouvrir la salle de rouge. Ça va se refléter dans les joues de ces dames et puis elles vont avoir bonne mine. Également, le rouge permet de faire une très belle harmonie avec le doré et qu'on voit moins que bah, il y a beaucoup de peinture dorée et pas beaucoup d'or. Voilà à quoi ça sert. Donc vraiment un écrin pour ces dames puisque les messieurs vont être habillés en noir, hein, à cette époque-là. Et du coup, c'est les dames chamarrées, brillantes, hein, qui vont montrer le statut social de l'homme. Et vous voyez très bien aussi que le statut est marqué par les décorations, hein. Là, on a le plus de décorations, c'est les loges les plus importantes. Et vous voyez, la loge de l'empereur, la loge de l'impératrice, hein, c'est vraiment celles qui sont les plus décorées, hein. Donc, on voit tout de suite à quel rang on appartient à l'Opéra Garnier en fonction de la décoration qui nous entoure. Donc, vous voyez, toutes ces loges, elles sont là. En haut, on a l'espace des pauvres, hein. Pourquoi on se met en haut? Parce que tout simplement, il faut monter les escaliers, il n'y a pas d'ascenseur, hein. Donc toujours au 19e siècle, ces espaces perchés en hauteur seront pour les personnes moins fortunées. Si vous lisez le Comte de Monte Cristo, hein, quand le Comte de Monte Cristo se balade dans toute l'Europe et puis qu'il se fait prêter des loges pour aller au spectacle, eh bien, il papote avec son copain là, dans la loge et puis il y a les gens du parterre. Donc c'est à notre époque, tout le monde veut être ici, hein. C'est là qu'on est le mieux placé, hein. Alors voilà, c'est un petit budget, hein, mais mais c'est là qu'on a envie d'être. Et du coup, bah, depuis tout le monde dans le parterre se retourne vers la loge et dit au comte de Monte Cristo, mais taisez-vous, on veut regarder le spectacle. Les gens dans les loges, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les voit, hein. Le spectacle, c'est que secondaire, hein. Et puis ils vont montrer, regardez, hein, c'est ma danseuse, c'est moi qui ai payé. Voilà, maintenant être danseuse à l'opéra, c'est un statut très élevé. À l'époque, une danseuse, quand on dit ils ont une danseuse dans la famille, hein, c'est comme dire ils ont une prostituée dans la famille, hein. C'est une fille qui vient de nulle part, qui joue avec son corps pour pouvoir monter un peu de l'échelon social et puis être visible sur scène. Et puis elles sont très pauvres, hein, donc elles vont devoir recevoir les cadeaux de ses abonnés. Quand on dit j'ai une danseuse, hein, c'est cette passion qui ne vous coûte rien et que vous financez, hein, charitablement. On verra que peut-être nos abonnés, quand ils financent voilà, les robes et les bijoux des danseuses, peut-être qu'ils ont une idée derrière la tête, hein, de ce qu'ils pourront recevoir en contrepartie, hein. Donc on va y arriver, hein, au sulfureux de ce bâtiment. Et donc on verra qu'elles n'ont pas grand-chose à part leur corps à offrir ces danseuses, hein. Euh, pour finir avec la salle, avant que je vous emmène dans le reste du bâtiment, je voulais juste vous montrer ce plafond, hein, qui est du coup un plafond moderne, je vous montrerai après le contraste avec le plafond de l'époque, hein, de Monsieur Leneveu, hein, qui était un plafond mythologique. Ici, depuis les années 60, on a ce plafond de Marc Chagall. Pourquoi ce changement? Eh bien, tout simplement parce que les années 60, c'est l'époque des lois Malraux, hein, de la création du ministère de la Culture, de la dynamisation vraiment de ce ministère. Et du coup, le but, ce sera de montrer que les lieux sont financés par l'État et d'avoir des signes visibles de ce financement. Et du coup, ben, si on finance des nouveaux compositeurs, des nouvelles mises en scène, bah, ça se voit quand on vient au spectacle, mais en fait, ça se voit pas dans le bâtiment, hein. Et donc, il y aura des plafonds modernes qui vont être commandés dans différents lieux de spectacle, hein, et notamment dans l'opéra. Et Marc Chagall, il fera ça gratuitement pendant 3 ans. Il va peindre pour remercier la France de l'avoir recueilli quand il était considéré comme un peintre dégénéré et qu'il aurait dû être déporté. Et ben, du coup, il va faire ça gratuitement pendant 3 ans et il va peindre ce magnifique plafond, hein. Donc, je vous montrerai celui de Le Neveu, et puis vous me direz lequel vous préférez à la fin de la conférence. En tout cas, voilà, j'attire votre attention sur ce plafond de Marc Chagall, très onirique, hein. Donc là, par exemple, on a la représentation du lac des cygnes avec du coup ces cygnes, ces lacs et ces danseuses, hein. Donc c'est toujours un plaisir de le regarder avec ces bâtiments parisiens, hein. Vous avez la place de l'Obélisque, l'Arc de Triomphe, l'Opéra Garnier, hein, qui arrive dans le bâtiment, hein, dans la peinture, pardon.
Et puis ce lustre qui est toujours là, qui est le lustre qui tombe. Si vous avez lu le Fantôme de l'Opéra, le lustre tombe dans l'audience. Donc ne vous paniquez pas, il n'est jamais tombé, il est toujours là et il a été dessiné par Charles Garnier. Alors, par où on va sortir? Je suis sûre que je peux vous emmener par là, là. Oui, je peux vous emmener par là. Hop, on va prendre les petites portes. Hop, comme si on sortait du spectacle après une belle représentation. Et voyez, là, on arrive dans les zones de couloir. Donc, vous voyez bien ce U. Hop, je vais mettre un petit zoom en moins. Voilà. Ouais. Donc, vous voyez bien ce U de la salle de spectacle, comme je vous l'ai dit, à l'italienne. Donc, en U. Et on va aller dans l'escalier. J'espère que vous êtes prêts. Attention. Tadam! Ah, on est bien là. Tadam! Alors, cet escalier, vous l'aurez compris, je vous ai dit quasiment un tiers du bâtiment n'est que fait d'escalier, parce que comme ça, regardez, quand on arrive par l'entrée des abonnés, on arrive un petit peu en dessous. On monte l'escalier pas à pas. Regardez, les marches sont très douces pour que même les dames en corset puissent les monter comme ça doucement. Et on tourne la tête d'un côté, bonjour. On tourne la tête de l'autre côté, bonjour. Et on fait briller les diamants. Et oui, oui, si on a oublié d'une petite coquetterie, parce qu'il faut jamais avoir la même robe quand on vient à l'opéra, eh ben on passe dans les grands boulevards, dans les grands magasins qui sont juste à côté. Le Printemps, les Galeries Lafayette, ils vont se construire juste derrière l'opéra. Et puis, du coup, ce sera pas un hasard. On peut acheter ben voilà, un nouveau bijou, une nouvelle robe pour se pavaner à l'Opéra Garnier. Et quand on veut s'installer, on s'installera, regardez, sur ces beaux balcons qui sont ici, des beaux balcons en marbre, qui sont bien sûr pour les personnes plus fortunées. Et vous voyez que plus on monte, plus on a des balcons qui sont en fer un peu moins remarquables. Mais du coup, vous l'aurez compris, on s'arrête à l'étage qui nous correspond. Et n'empêche qu'il y aura des grands espaces partout dans l'Opéra Garnier qui vont nous permettre... je peux pas monter par là, c'est vrai? On peut peut-être monter par là. Hop. Sinon, je vais tricher. Euh, on a du coup des... Non, il ne veut pas me laisser monter. Alors, par où on va monter? Euh, Sinon, on va directement se faire catapulter par là. Pim! Hop, voilà, ça y est, je suis montée. Alors, attendez, je reviens dans le couloir pour qu'on comprenne où on est. Touc. Alors, je suis là. Regardez, donc tout à l'heure, on était de l'autre côté. Ce qui est intéressant, c'est de voir, hop, voilà, je me mets sur le balcon. On était juste là entre ces deux statues. Quand on rentre, voilà, par l'entrée des abonnés, on est là-dessous, tout. On monte, on se pavane jusqu'à se mettre dans cet étage noble. On va y avoir des grandes pièces où tout le monde peut se rassembler. Puis, vous voyez, arriver discrètement en disant bonjour, je suis l'ami d'un ami d'un ami. Peut-on faire négoce ensemble? Et ce qui est intéressant, vous voyez, dans cet espace de communication, d'escalier, c'est que cette entrée du spectacle, vous voyez, où c'est marqué amphithéâtre ici, là, entre les deux statues, elle est grande, cette porte. Mais quand on compare avec le volume de l'opéra, elle est toute petite. Parce que, en fait, ça n'intéresse personne en première partie de soirée de savoir où est la salle de spectacle. Non, la salle de spectacle, elle est ici. C'est vraiment l'entrée des gens et savoir qui est cette nouvelle dame au bras de monsieur. Nouvelle rivière de diamants, les affaires fonctionnent. Ont-ils un fils à marier? Donc c'est vraiment ce qu'on vient faire les potins. Toute la société du 19e siècle s'organise avec du coup ces potins mondains, si je puis dire. Et regardez la grande salle où on va pouvoir se mélanger. Et je peux rentrer par où? Voilà. Cette grande salle, on va pouvoir se mélanger et papoter. Peu de sièges, non, il faut que tous ces 2000 personnes puissent tenir là-dedans. C'est ce grand foyer, foyer pour... alors, c'est derrière le sapin, tout, on verra, il y a comme un foyer de cheminée par là. L'Opéra Garnier, il avait le chauffage au gaz, c'était chauffé, imaginez, il y a un volume comme ça de bâtiments chauffés. À cette époque-là, c'était juste incroyable. On ne se rend pas compte, nous, il sera électrifié en 1895. Charles Garnier voulait vraiment l'électricité dans son bâtiment, mais on verra que voilà, c'était un petit peu tôt, 1875 pour ça. Mais voilà, dès que ce sera possible, il fera électrifier son bâtiment pour avoir le top de la modernité dans son bâtiment.
Donc voilà, chauffage au gaz qui arrive par ces petites voilà, grilles que vous voyez sur le côté. Et alors là, on est en plein Versailles, hein, c'est doré hein, comme la Galerie des Glaces. Eugénie, la femme de Napoléon III, c'est une grande fan de Marie-Antoinette, hein, donc ce sera aussi un hommage hein, pour plaire à l'empereur et à sa femme, hein, de faire autant de faste hein, façon Versailles. Et puis, sur les plafonds, on a des représentations mythologiques, hein, vraiment bah, tout le cycle des mythologies hein, sont représentés. Ah, donc ça, c'est vraiment une référence comme une référence royale, hein, c'est-à-dire voilà, les mêmes codes que l'aristocratie. Hein. Et du coup, c'est vrai que cette salle est toujours assez impressionnante, hein, et là, je trouve que même en virtuel, ça fonctionne très, très bien. Et c'est vraiment son but, hein, c'est le 19e siècle, c'est un art tape à l'œil, hein. On impressionne. Donc, j'espère aujourd'hui que vous êtes impressionnés parce que c'est le but. Alors, voyez, hein, cette cheminée, hein, très aussi impressionnante, hein, avec ses luxes de détails. Et, euh, et voilà, le but, c'est de vous montrer des petits détails rigolos. Alors, attendez, est-ce qu'on voit ce détail que je vais vous montrer? Regardez, on a quatre statues là, de chaque côté de la porte. Et ces quatre statues, elles ont l'air similaires, mais en fait, elles représentent chacune les différentes techniques qu'on connaît à cette époque-là pour illuminer un espace. Regardez, on peut l'éclairer à la bougie. Hein. Cette statue, elle a des bougies hein, sur la tête. On peut éclairer également, j'y arrive, hop. On peut éclairer au gaz, hein, donc là vous avez la représentation des becs de gaz là-haut, avec regardez les petits robinets hein, d'ouverture et de fermeture du gaz façon boucle d'oreille collier, là j'aime bien. Et là vous avez les lampes à huile, hein, façon Aladdin. Et celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. Est-ce que je peux zoomer encore? Touc. Elle représente l'électricité avec voilà ces dynamos hein, et c'est l'électricité qu'on connaît à cette époque-là avec des dynamos. Et en fait, si on regarde bien, donc je vous l'ai dit, il voulait absolument avoir l'électricité dans son bâtiment, mais c'était un petit peu tôt. Et si on regarde bien, elle a les yeux pas grands ouverts comme les autres, elle a les yeux mi-clos pour dire bon voilà, on connaît l'électricité, ça commence à fonctionner là avec les dynamos, mais elle n'est pas encore maîtrisée, elle n'est pas encore présente dans l'opéra. Hein. Ça, en 1875, la date de l'inauguration. Mais 20 ans plus tard, du coup, hein, il y aura l'électricité dans le bâtiment. Tandis que ces autres technologies, hein, elles ont les yeux grands ouverts parce qu'on les maîtrise au 19e siècle. Ça, c'est des petits détails qui servent à rien, qui sont cachés dans le, dans le bâtiment, mais du coup, moi, qui me font rigoler. Et puis, c'est pour ça que j'aime bien les partager avec vous. Alors, hop, je dézoome. Là, on est dans une salle du soleil. Alors, Charles Garnier, il va faire une bêtise, hein, on doit finir à la va-vite. À partir de 1873, donc 1871, il y a la Révolution de la Commune. 1873, la salle de Pelletier, donc l'ancien opéra de Paris, brûle et du coup, Paris va se retrouver sans opéra. Et vous l'avez compris, pour le lien social, l'opéra est très, très, très important. Du coup, il va devoir finir vite, 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 vite. Et du coup, bah, il y a deux salles symétriques. Hein. D'un côté, la salle du Soleil et de l'autre côté, la salle de la Lune. Et en fait, c'est pas logique, puisqu'ici, vous voyez, quand on vient du foyer, enfin de cet espace-là, là, des balcons, et qu'on arrive là, on va direction le glacier. Donc on devrait passer par la salle de la Lune hein, pour dire ambiance froide. On va vers le glacier, donc pour l'endroit où il y a les collations et notamment des glaces hein, qui coûtent du coup très cher à l'époque puisqu'il n'y a pas de frigo. Hein. La salle du soleil devait être de l'autre côté, hein, cette entrée-là qui va vers le fumoir. Donc on passe par le chaud pour aller fumer, on passe par le froid pour aller déguster une glace. Et sauf que bah, les ouvriers se tromperont hein, et puis feront un échange. Bon, bah tant pis, hein, voilà. Maintenant, c'est une histoire rigolote à raconter. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde, regardez ces miroirs qui se reflètent les uns dans les autres pour créer une perspective là super longue, eh bien, on voit que les miroirs deviennent un peu rouges au milieu. Hein, donc ça se voit encore mieux quand on est sur place. Il a mis un peu de cuivre en fait dans ces miroirs pour créer comme un dégradé hein, vers le rouge et donc créer un effet coucher de soleil dans sa salle du soleil. Encore une fois, ça ne sert à rien, mais c'est juste rigolo. Euh, je vais voir si je peux vous emmener au glacier. Hein. Donc là, vous voyez, on se retrouve à l'étage du dessus. Hein. Donc on voit les différentes loges. Où on voit que si elles sont louées ou pas louées, hein, le numéro qu'elles ont. Est-ce que je peux passer? Oui, le cordon s'est enlevé. Parfait. Ah, oui, je peux passer au glacier. Tac. Je vous emmène dans cette salle-là.
hein. C'est là où on peut manger, déguster des choses. Alors, vous avez des représentations, c'est des tapisseries des Gobelins là sur les murs, hein, qui vous représentent le thé, le café, les choses qu'on peut déguster, les glaces, hein, donc on découpe des pains de glace, hein, dans la Seine, on les garde dans des glacières, hein, du nom de la station de métro Glacière. C'est là qu'on gardait les grands pains de glace. Et, euh, et du coup, comme ça, on peut avoir une espèce de glace pilée qui était très chic dans les endroits chics de Paris. Néanmoins, quand on regarde ce plafond, bon, on change un peu d'ambiance. C'est une bacchanale, c'est-à-dire ces fêtes organisées par le dieu Bacchus, le dieu du vin, où tout le monde finit nu et enivré. Bon, vous noterez que c'est que les dames, hein, qui sont nues, et puis comme ça, on les met dans tous les sens, hein, devant, derrière, comme ça, on voit des fesses, des poitrines, des hanches, hein, voilà, on peut se rincer l'œil. Ça fera scandale, hein, ce plafond. Puisque ce sera un peu comme dire quel est le programme de l'Opéra Garnier, hein. Souvenez-vous, moi je suis là pour vous raconter l'histoire sulfureuse de l'Opéra Garnier. Donc on revient à nos abonnés qui louent une loge, qui attendent, hein, en fin de spectacle l'entrée vers la studio de répétition et qui vont passer, voilà, par cette salle-là avant d'aller aux salles de répétition et qui attendent de rencontrer leur danseuse, hein. Je vous montrais des peintures de Degas tout à l'heure, hein, où on voit ces abonnés qui attendent avec, voilà, des grands nez crochus et des mains comme des aigles, hein, qui vont foncer sur leur proie, hein. Leur proie, ce sont ces danseuses, ces filles pauvres, hein, qui sont d'extraction tellement pauvre et qui n'ont pas, voilà, beaucoup de moyens et qui, ben, après un entraînement très très dur, hein, pourront devenir danseuses. Et du coup, pour avoir les plus beaux atours, il faudra qu'elle ait l'argent, hein, de ses abonnés qui vont financer leur tenue. Et donc sur scène, quand on voit les danseuses, on dit, regardez, ça c'est ma danseuse, hein, c'est moi qui ai payé pour les vêtements. Et on vient les rencontrer. Si une danseuse rate 3 fois le spectacle, hein, la répétition, elle n'a plus le droit de venir rencontrer les abonnés. Et pour elle, bah, du coup, c'est la perte de son mode de financement, hein, puisque c'est les abonnés qui vont financer le train de vie des danseuses. Donc une danseuse, c'est bien pour, voilà, elles sont considérées comme des prostituées, plus ou moins. Alors les plus malines, elles vont rien donner, hein, avant la fin de leur carrière, mais qui est très courte, hein, ça peut s'arrêter à 22 ans. Donc après, si elles ont un bon ami, hein, meurt d'envie de les connaître plus intimement, et ben peut-être que si elles négocient bien, elles vont pouvoir devenir la maîtresse de quelqu'un d'un petit peu connu, et comme ça financer leur train de vie. Mais par contre, une danseuse, c'est bien, voilà, comme une prostituée, comme ça, mais c'est pas quelqu'un qu'on va vouloir exposer à son bras quand elle sera plus danseuse. C'est ce qui se passe dans Gloire et misère d'une courtisane, hein, quand le jeune premier arrive avec Esther à son bras. Esther, c'est une ancienne danseuse. Tout le monde va dire, ah, il sort avec une ancienne danseuse. Comment on peut être amoureux d'une fille pareille? C'est une prostituée, oh là là. Et du coup, il va falloir qu'elle passe tout le livre à apprendre les bonnes manières et apprendre à être tellement bien éduquée qu'on ne la reconnaîtra plus et qu'on oubliera que bah, c'était une danseuse, hein. Donc vraiment, hein, tout le système de l'opéra est financé par un réseau de prostitution, hein. C'est quelque chose qu'on oublie, hein, beaucoup, hein, dans ce lieu merveilleux et absolument enchanteur, mais il faut le rappeler, hein. Euh, pour revenir à la décoration, vous avez pu voir ces magnifiques mosaïques, hein, un peu partout, et on voit qu'on est à l'étage noble, c'est celui où on n'a pas besoin de se déplacer quand on est quelqu'un d'influent, parce que regardez, on a sa loge, on a le salon pour rencontrer tout le monde, on a l'accès au glacier, au fumoir de l'autre côté, hein, donc bah, c'est parfait, on n'a pas besoin de monter et descendre les escaliers, juste faire son entrée une première fois. Touc. Ah oui, ça me fait toujours peur là quand on arrive là, parce qu'on arrive à côté de la loge du fantôme, la loge numéro 5, et il y a le robot, vous voyez, pour prendre les photos, qui est là. Et à chaque fois, je sursaute parce que je me dis, ah, c'est le fantôme. Non, c'est pas le fantôme, tout va bien. Mais oui, c'est vrai qu'il ressemble un peu à un fantôme, leur robot pour prendre des photos. Et hop, là, il disparaît. Oh là là. Bon, voilà, comme ça, le fantôme est un peu parmi nous, hein. Donc, je m'arrête juste devant cette loge 5, hein, qui est la loge du coup du fantôme de l'opéra. On a cette histoire, hein, qui a été écrite par Gaston Leroux dans l'Opéra Garnier, d'un fantôme qui erre dans l'opéra et qui inspire
qui inspire qui inspire, pardon, excuse-moi, je reviens du début. La loge numéro 5 est toujours louée, mais il n'y a personne dedans, puisqu'en fait, si, il y a le fantôme. Du coup, là, au début du livre, les deux directeurs de l'opéra, ils se disent, bah tiens, cette loge, elle est super, sur le côté, là, comme ça. Euh, ah oui, je voulais vous montrer, attendez, est-ce qu'on peut rentrer dans celle-là? Je crois que celle-là, on ne peut pas rentrer, mais en bas. On doit pouvoir rentrer. Voilà, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemblait la loge quand on est dedans. Je crois que celle-là, voilà, on peut rentrer. Voilà. Donc comme ça, vous voyez, ils sont juste la loge de dessous, hein, la loge du fantôme. Et là, ils entendent des bruits, tout ça. Et là, leur chanteuse préférée ne peut plus chanter. Donc il y aura une nouvelle chanteuse qui va prendre ben, le relais. Et puis elle va dire qu'elle est inspirée par des voix. Et c'est des voix du fantôme de l'opéra qui l'emmène dans son lac, hein. Donc je vais aller vous emmener aussi dans le lac. Juste, je vais vous montrer quand on est dans une loge, vous voyez, hein, on a une vue très restreinte, hein, sur la salle, sur la scène, pardon. Et on a un petit rideau. Enfin, donc ça, c'est les usages, hein, c'est déjà Louis XV qui utilisait ça à Versailles dans son opéra. On peut fermer et puis ouvrir son rideau pour ne pas déranger, vous comprenez la répétition, enfin ce qui se passe sur scène. Mais moi, j'imagine que si on est sur scène en train de performer et qu'on voit tous les rideaux qui se ferment, ça doit quand même être un peu perturbant. Mais voilà, ça fait partie des potins de savoir qu'est-ce qui se passe derrière ces rideaux. Et je voulais juste aussi vous montrer ce plancher, hein, de scène. Vous voyez qu'il y a différentes séparations dessus, hein, juste pour vous dire que il peut descendre et monter. Et c'est Charles Garnier qui va inventer la fosse d'orchestre. Vous voyez, on descend les musiciens, comme ça on voit mieux les jambes des danseuses, hein. Ça, c'est citation Charles Garnier. Les musiciens, ils n'étaient pas très contents d'être en bas, puisque ben, eux, ils avaient l'habitude d'être devant, en fait, la scène, hein. Mais bon, il faudra qu'ils s'habituent, puisque on viendra voir les jambes des danseuses à partir de l'Opéra Garnier. Hein, donc voilà, pour vous montrer, je me mets un peu plus loin dans la loge, hein. Vous voyez dès qu'on on n'est pas placé tout devant, on ne voit plus rien. Mais par contre, on voit très bien les loges d'en face. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas louées, hein, ou juste vraiment les sièges devant, hein, aujourd'hui, puisque aujourd'hui, quand on vient voir à l'opéra, on vient voir un spectacle, hein. Je regarde l'heure, ouais, j'ai encore un peu le temps pour vous emmener quand même. Donc ça, c'est le Google Art Project. Vous voyez, je vous mettrai le lien là dans la conversation tout à l'heure. Juste pour vous dire que vous pouvez vous balader, hein. Je vous laisserai aller tout seul sur les toits et prendre de la hauteur et chercher surtout les ruches, hein, qui sont placées sur le toit de l'Opéra Garnier. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous montrer bah, le lac. Je suis désolée, ça va être décevant. Oh là là, il n'y a pas de fantôme. Et puis, c'est juste un petit lac. Oh là là, je suis navrée. Mais bon, c'est l'occasion de vous emmener à des endroits où vous ne pouvez pas aller d'habitude, hein. Je vous ai dit que, ben, je vous ai dit, hein, que sous l'opéra, il y a de l'eau. Et donc là, vous voyez qu'il y a bien de l'eau, hein. Les pompiers de la ville de Paris, d'ailleurs, nourrissent des poissons, hein, qui vivent là-dessous, hein. Et du coup, bah, voilà, vous voyez cet endroit mystérieux dans lequel le fantôme de l'opéra emmène sa jeune chanteuse dans son antre, bah voilà, ça ressemble à ça. Bon, euh, en général, les gens sont un petit peu déçus parce que c'est moins mystérieux que ça en a l'air, mais, mais voilà, c'est l'occasion de vous montrer des choses que bah, on peut pas voir d'habitude. Allez, qu'est-ce que je peux vous... Allez, toi, je vous laisserai... Oh, alors, je vous fais juste une petite vue panoramique. Voilà ce que vous pourrez faire tout seul. Ta-da-da, on est sur le toit. Regardez derrière la statue d'Apollon et sa lyre. Ah, c'est pas mal, hein, on est bien, hein, là, hein, sur le toit de l'opéra. Hein, donc ça, vous pourrez vous amuser à vous balader là-dedans sans moi, pour prendre de la hauteur et puis chercher les ruches, hein. Je les ai trouvées, moi, hein, donc on peut les trouver. Parce que maintenant, il y a ouais, il y a des ruches, et puis on peut acheter le miel de l'opéra. Et un dernier, voilà, espace que je voulais vous montrer, c'est la bibliothèque maintenant, euh, avec des petites expositions de mise en scène, hein, qui ont été de maquettes de mise en scène. C'est juste pour vous montrer cet espace-là, qui était l'espace du fumoir, hein. Donc là, il y avait le fumoir. Quand on va par là, on retombe sur quand on va, ouais, voilà, par cette porte, on retombe en fait sur les espaces centraux, hein. Et cette bibliothèque, c'était le lieu, du coup, c'était le lieu qui aurait dû être la salle privée de l'empereur, hein, la salle privée de l'empereur pour rencontrer bah, les personnes qu'il avait envie de rencontrer. Sauf que bah, ça sera jamais fini, hein. Ça, pareil, ce couloir, il sera jamais fini. Donc on voit bien que c'est beaucoup moins luxueux que tout le reste, puisque personne ne voudra d'une salle privée, hein. L'usage de l'opéra, c'était plutôt de
de tous se mélanger justement, hein, et pas d'avoir de lieux privés. Et donc c'est toujours une bibliothèque et c'est toujours oh, excusez-moi, je vais trop vite. C'est toujours partie de la Bibliothèque nationale de France. C'est pour tout ce qui est fonds, musique. Hein, c'est ici. Il y a même une salle de lecture et on peut vraiment passer sur ces couloirs là-haut et chercher des ouvrages quand on a une recherche spécifique dans ces domaines-là. Donc voilà, pour vous montrer tous ces espaces un peu incongrus dans le bâtiment. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Non, c'est bien. Alors, on va revenir au PowerPoint, hein, maintenant que vous avez vu un peu plus, je vais peut-être vous montrer. Alors, pourquoi il veut plus avancer? Oui. Voilà. Je vais juste vous montrer. Eh ben non, je peux pas passer par là. Bon, ben non, je veux tout. Je me perds moi-même. Voilà, les couloirs qui sont pas finis, hein. Là, vous voyez bien, hein, c'est le couloir de l'empereur, il n'est pas du tout fini. On voit bien en fait ce qu'il y a sous le marbre. Vous voyez sous cette couche de luxe et de bling bling, un tape à l'œil. En fait, dessous, on a juste la pierre basique, hein, donc architecture en métal, pierre basique. Et après, on fait du plaquage tape à l'œil, hein. Donc, dans les parties pas finies, on voit bien ça. Du coup, alors, c'est là que je fais ma petite manip. Hop, et on peut revenir du coup au PowerPoint, Chloé, comme ça, je vais finir avec quelques diapositives pour vous montrer d'autres choses après cette immersion virtuelle dans l'Opéra Garnier. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie que ce genre de fonds existe, hein, qu'on ait ce genre de documentation à notre disposition, parce que c'est absolument génial de pouvoir me balader virtuellement avec vous comme je le fais quand je le fais en vrai, quoi. Alors, tout. Ah oui, pardon, il faut que je fasse contrôler. Tac, voilà. Alors, je vous emmène directement là où je vous avais laissé, hein. Donc, vous voyez, hein, on a fait la visite virtuelle. Hein, et je vous ai montré vraiment tous ces espaces. Donc, c'est pas de la recréation en 3D, hein, c'est vraiment des photos. Hein. Vous avez vu d'ailleurs le, l'appareil photo flippant qui apparaît des fois dans certains, de certains reflets. Hein. Donc, c'est vraiment la numérisation du bâtiment. Je voulais finir cette présentation en vous montrant des peintures de Degas. On connaît voilà, les belles représentations de Degas et de ses danseuses. Hein, il est connu pour cela. Et du coup, c'est quelqu'un qui a beaucoup fréquenté l'Opéra Garnier, mais aussi l'Opéra Le Pelletier, et notamment les salles de répétition. Je vous ai parlé hein, de tout ce système hein, de prostitution hein, et en fait, de danseuses très très pauvres. Donc, ce qu'on voit souvent dans les peintures de Degas, c'est les jolies danseuses. Mais alors moi, ce que j'adore vous montrer dans les peintures de Degas, c'est qu'il vous montre ce que le public ne voit pas. Regardez cette fille elle voit que quand elles sont sur la partie scène, elles sont en pointe, elles sont en sourire, elles sont vraiment en pose, parfaite, concentrée. Mais regardez, dès qu'on est dans les parties coulisses, on voit qu'elles se grattent le dos, elles s'étirent, elles baillent. Bah oui, elles sont fatiguées en fait. Hein. C'est très très dur comme métier. Et regardez ces messieurs. Alors là, vous voyez, on a un repentir, c'est-à-dire on a une première silhouette qui a été peinte et puis après recouverte par-dessus. Mais là, on le voit bien. Regardez comme il est à la guet sur sa chaise, en train de regarder les danseuses et de choisir sa prochaine proie. Hein. Donc, quand je vous parle de ça, c'est pas, j'invente pas. Hein. C'est vraiment des choses qui ont existé. Hein. Et on le voit complètement et on l'oublie en fait, parce que c'est vrai qu'on voit souvent la grâce, le mouvement, la joie, enfin la représentation dans les peintures de Degas. Mais en fait, c'est très intéressant de voir aussi les coulisses, quoi. Et et du coup, ces abonnés, alors là, voilà, on a une autre version hein, de la même scène, hein, parce qu'il a retravaillé beaucoup de scènes plusieurs fois, où on voit du coup, regardez les danseuses qui sont derrière les décors, là, qui sont un petit peu cachées, vous voyez, par les strates de décors. On voit qu'elles baillent, on voit bah voilà, qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont assises. Hein. Donc là, pareil, les deux mêmes en représentation. Et au fond, hein, ces deux abonnés qui sont pareils entre deux strates de décor, hein, et donc qui ont accès, hein, vous voyez, à être sur la scène, sur la scène. Donc là, on ne sait pas si j'imagine que c'est une répétition ou alors un spectacle. Et donc on voit qu'ils sont cachés derrière les strates et qu'on les voit pas. Et donc ils ont accès vraiment à la partie la plus privée de l'opéra pour pouvoir voir leurs danseuses. Hein.
Donc nous, maintenant, on ne se rappelle que de l'expression avoir une danseuse qui est voilà, cette fameuse passion sans contrepartie qu'on entretient. Bon, maintenant, vous l'avez compris qu'il y a une contrepartie, c'est-à-dire quand un abonné finance voilà, le train de vie d'une danseuse, il espère qu'elle deviendra sa bonne amie, hein, et vraiment, il aura vraiment l'idée de s'en servir comme d'une prostituée, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup hein, dans l'histoire de l'opéra, mais qui fait vraiment partie du mode de financement, puisque ben, la construction va être payée par le Second Empire et par la Troisième République, la construction du bâtiment, mais après, le financement de ce train de vie et de ces spectacles va vraiment être fait sur ce système d'abonnement et ben, en fait, vraiment de prostitution. Hein. Et les petits rats, donc c'est ces danseuses quand elles apprennent et qu'elles sont très très jeunes, hein, donc imaginez qu'elles peuvent être vraiment la proie de ces prédateurs hein, qu'on voit bien cachés là derrière les décors dans les représentations de Degas. Hein. Donc, ils sont vraiment un témoin de cette vie à l'opéra et des coulisses hein, de l'histoire sulfureuse, hein, puisque c'est le titre de cet opéra Garnier. Autre chose que je voulais vous montrer avant de finir, c'est le premier plafond. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est celui de Marc Chagall, hein, qui date des années 60, avec voilà, le lustre hein, que je vous ai commenté, du coup, qui est dessiné par Charles Garnier. Au départ, le plafond, voilà, ressemblait pardon, à ça. C'est un plafond, du coup, d'images mythologiques qui représente toutes les heures de la journée. Donc, on voit, voilà, le soleil se lève, il fait beau, hop. Toutes les heures de la journée animées par la musique. Hein. Donc, on a vraiment comme une chorégraphie de personnages qui dansent dans tous les sens et des trompettes. Donc, ça allait vraiment avec le reste de la décoration que vous avez pu voir hein, dans tous les espaces. C'est vraiment très mythologisant. Et puis, vraiment, on mélange tout et on charge au maximum. Et. Il y avait un principe de décoration au 19e siècle qui était le principe d'harmonie, c'est-à-dire on fait une référence quelque part, ce sera la même référence partout. Hein. Donc là, vous l'aurez compris, hein, l'opéra Garnier, c'est le thème de la mythologie grecque et romaine hein, qui va se décliner hein, partout dans le registre décoratif du bâtiment. Et donc, quand Marc Chagall va faire ce tableau que vous voyez, enfin ce plafond que vous voyez maintenant, hein, le plafond actuel sur la droite, on va dire ah mais ça ne respecte pas le principe d'harmonie. Alors je voulais juste vous dire que Marc Chagall il y a pensé, hein, et c'est pour ça qu'il va faire ce plafond très coloré. Regardez avec ces grandes zones, hein, jaune, rouge, verte, bleu, hein, très coloré. Bah, l'image en fait de ce bâtiment que vous l'avez vu qui est haut en couleur, hein, avec bah, toutes ces mosaïques de vraiment très très décoré, ce rouge très fort hein, dans la salle de spectacle, ces décorations multiples hein, que vous avez dans le bâtiment qui sont très colorés. Pourquoi est-ce qu'on fait de la couleur à cette époque-là, au 19e siècle? C'est qu'on a découvert Pompéi, on a découvert les mosaïques complètement. On a compris que l'Antiquité, vous voyez, c'est pas comme les statues qu'on a maintenant qui ont perdu leur couleur. En fait, on comprend que ces statues à l'époque, elles étaient peintes, que tout était peint en fait dans les maisons, dans les fresques, et que du coup, bah ça, on va vouloir faire des références à l'Antiquité au 19e siècle, mais en couleur. Regardez la place de la Concorde, par exemple. Hein, vous verrez, statue antique, mais très colorée. Hein, donc, c'est la même époque. Euh, voilà, voilà. Donc, juste pour vous dire que même si ce plafond a l'air de choquer un peu, il est, enfin, de faire un peu un contraste, il est fait pour aller avec le bâtiment, quoi. Et puis de montrer que bah, il est toujours vivant, toujours moderne et qu'il se passe toujours des spectacles à l'intérieur. Bah voilà, c'était ma dernière diapositive. Merci pour votre attention en tout cas. Et puis j'espère que ça vous a plu, cette histoire de l'Opéra Garnier. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que je vous ai pas dit. Et puis voilà, c'est vraiment un de mes lieux préférés pour travailler. Et en tout cas, j'espère que j'ai pu vous partager cette passion pour ce bâtiment et puis qu'on aura l'occasion de se revoir pour d'autres présentations. Merci beaucoup, Chloé, c'était génial. J'ai jamais eu la chance d'y aller et pour le coup, ça m'a donné envie de le visiter et de le voir en vrai. Donc c'était vraiment super, merci beaucoup. Ben voilà, vous connaîtrez Je tous les petits détails clôture. cachés. Ouais, c'est ça, avant tout le monde. Je vais rapidement clôturer, puis après, si vous avez des questions pour Chloé, on pourra consacrer quelques minutes à tout ça. Comme d'habitude, à l'écran, vous avez le questionnaire de satisfaction que je vais également vous mettre dans le chat. C'est vraiment important que vous puissiez y répondre. Ça vous prendra que quelques minutes, mais nous, ça nous permet d'avoir un retour sur votre satisfaction et sur ce que vous avez pensé de la conférence. Et si vous avez des idées de futures conférences, de thématiques, on serait ravis
de les avoir. Je viens de vous le mettre dans le chat, pardon. Vous avez également à l'écran la chaîne YouTube de Gwendoline Cotteresse sur laquelle vous pourrez retrouver le replay de cette visio. Donc, si vous voulez la partager à vos amis, à votre famille, parce que ça vous a intéressé, vous savez que quelqu'un sera intéressé aussi par le sujet, n'hésitez pas. Et vous avez également les liens vers le livre audio et le podcast Ça déménage qu'ont réalisé du coup Gwendoline Cotteresse et Isabelle Palassin. Donc pareil, je vous le remettrai à l'écran tout à l'heure, comme ça vous pourrez l'avoir de façon plus durable. La prochaine visio, c'est le mercredi 1er mars à 10h30. Ce sera du coup un petit cours de yoga. Donc n'hésitez pas, pareil, à vous inscrire grâce au lien qui est à l'écran et que je vais également vous mettre dans le chat. Et j'en profite du coup pour vous mettre à l'écran le lien pour vous inscrire aux futures visioconférences et ateliers et le contact de Movadom si vous avez la moindre question. Merci encore à nos financeurs, du coup, le CNSA, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et le département des Hauts-de-Seine. Et merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui.